Sahel and for our continent n'a eu d'égal que mon ambition de voir l'Afrique surmonter ses défis actuels et s'atteler à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de l'agenda 2023 de l'Union africaine et l'agenda 2030 des Nations unies. Au Sahel, ma région, ces défis sont, comme vous le savez, la lutte contre le terrorisme dont les actes odieux sapent au quotidien les fondements des États démocratiques. Au nombre de ces défis figure également l'impact du changement climatique qui, en réduisant les ressources naturelles accessibles, accroît la pauvreté et tous les fléaux qui vont avec. C'est vous dire, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que le choix du thème de notre débat aujourd'hui est l'expression de notre volonté de voir le Conseil établir le nexus évident entre la paix et la sécurité internationale d'une part et la lutte contre le terrorisme et les effets du changement climatique d'autre part. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, en décidant d'organiser ce débat sur le thème « La paix et la sécurité internationale à l'épreuve du terrorisme et du changement climatique », le Niger souhaite vous engager à poursuivre la réflexion et à prendre les initiatives idoines dans la recherche de solutions durables aux menaces à la paix et à la sécurité internationale et leur interaction avec les effets du changement climatique. Il me semble impérieux qu'au lendemain de la COP26, le Conseil capitalise les différents consensus obtenus afin d'encourager les stratégies visant à atténuer les effets du changement climatique, conformément à son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, je rappelais récemment à Dakar, lors du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique, que plus que toute autre région du monde, le Sahel et le bassin du lac Tchad illustrent de manière éloquente l'interaction entre les effets du changement climatique et la paix et la sécurité. Les conséquences de ce phénomène, dont on n'a pas encore fini de mesurer toute l'ampleur, ont entraîné la désintégration du tissu social et le vivre ensemble des populations, poussées dans une compétition effrénée pour l'accès aux ressources qui, hélas, se raréfie de façon drastique. Cette situation se traduit assez souvent par des conflits intercommunautaires aux conséquences tragiques, une migration accrue avec son lot de réfugiés et de déplacés internes condamnés à vivre dans des camps de fortune. Plus inquiétant encore, cette situation a contribué à alimenter l'extrémisme violent et un banditisme à grande échelle, entraînant dans les réseaux des organisations criminelles et terroristes plusieurs jeunes vivant jadis des richesses de la biodiversité des dites régions. Le surarmement des organisations terroristes, leur violence contre les populations civiles, la rapine dont elles se rendent coupables ont créé une véritable psychose au sein des populations directement affectées ainsi qu'au sein de l'opinion générale. Une telle atmosphère porte un grand préjudice aux États en menaçant dangereusement leur stabilité. Elle provoque un réel discrédit à l'encontre de la communauté internationale soupçonnée d'impuissance délibérée et favorise les thèses les plus hallucinées quant au fondement de cette réalité, ouvrant la voie à des surenchères politiques dangereuses. Malgré tout, nous restons mobilisés et déterminés. Le Niger, en ce qui le concerne, est en train d'accroître les capacités de ses forces de défense et de sécurité et la situation militaire évolue dans le sens d'un rapport de force de plus en plus favorable. C'est du reste cela qui explique le nouveau mode d'action de groupes terroristes consistant dans le recours à une violence cruelle contre les populations civiles.
Je voudrais, à ce stade de mon propos, adresser nos sentiments de gratitude à tous les partenaires dont le précieux soutien et l'engagement à nos côtés contribuent à l'amélioration de nos performances sur tous les plans. Pour atteindre nos objectifs de victoire sur le terrorisme au Sahel, nous avons besoin d'un soutien encore plus accru de la communauté internationale en termes de financement conséquent, de fourniture de matériel et équipements, ainsi que de renseignements sur le plan militaire. Si la mise en place d'un bureau de soutien au G5 Sahel financé par les ressources du budget des Nations Unies ne rencontrait pas l'assentiment de tous les États membres du Conseil, nous sommes disposés à travailler sur toute initiative de substitution qui aidera les pays du Sahel à prendre en charge de manière adéquate les besoins que j'ai exprimés plus haut. Par ailleurs, la paix et la sécurité au Sahel sont tributaires de dynamiques régionales, notamment en Libye, ce pays frère confronté à une dizaine d'années de conflits. C'est en effet de ce pays que tout est parti depuis la résolution 1973 du Conseil de sécurité. C'est en grande partie de ce pays que viennent aujourd'hui encore les armes qui alimentent la violence au Sahel. La normalisation de la situation dans ce pays, qui passe par l'organisation d'élections démocratiques, contribuera à n'en point douter à la paix et à la sécurité dans les pays voisins et notamment se passe dans de bonnes conditions et y ouvre la voie à une dynamique de paix et de stabilité. De même, l'aboutissement du processus de transition au Mali, cet autre pays frère, à travers l'organisation rapide d'élections inclusives et démocratiques, à la suite desquelles le pays sera doté d'autorités démocratiquement élues, permettra de renforcer la capacité de la région à combattre plus efficacement les groupes terroristes. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, les dynamiques dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, en plus des exigences de lutte contre le terrorisme, sont rendues complexes par les effets du changement climatique. En effet, la recrudescence des océans ou la fonte des glaciers dans d'autres régions du monde, comme cela apparaît dans les conclusions du rapport 2021 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, ne doit pas nous laisser indifférents, car il s'agit là de questions qui détermineront l'avenir de l'humanité. Plus tôt nous nous engageons dans la lutte contre ces fléaux, moins coûteuse et plus efficace sera la solution qui demeure encore à notre portée. Il est évident que les effets du dérèglement du climat se manifestent et se font sentir de manière spécifique dans les différentes régions de la planète. Dans la région du Sahel, la situation relève depuis longtemps déjà du vécu quotidien des populations et sape les efforts de développement que nos pays déploient dans un contexte rendu encore plus difficile par la pandémie de la COVID-19. Il est dès lors impératif pour la communauté internationale de respecter les engagements pris pour le financement de politiques d'adaptation et de mitigation, en particulier pour les pays les plus vulnérables, victimes collatérales des activités et des excès qui ont conduit à la dégradation du climat. La mise en place d'un fonds spécial pour soutenir les pays sahéliens en proie à la désertification et les petits États insulaires qui sont littéralement menacés par la montée des océans relève, me semble-t-il, d'une urgente nécessité. Il faudrait en particulier
pour la région du Sahel agir de façon effective pour donner suite aux conclusions et recommandations des différentes tables rondes et autres forats qui ont été initiés pour changer radicalement les tendances lourdes observables dans la région. À cet effet, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel et le plan de développement et d'adaptation au changement climatique adopté par la Commission du bassin du lac Tchad méritent une attention toute particulière. Le Niger, en sa qualité de président de la Commission climat pour la région du Sahel, travaille activement à la mise en œuvre effective des différentes recommandations et arrangements qui ont été convenus de manière concertée par la communauté internationale. Je tiens à réaffirmer ainsi l'attachement du Niger au consensus de l'accord de Paris suite à la COP21 qui bénéficie de l'engagement de l'écrasante majorité de la communauté internationale. La récente conférence de la COP26 qui vient de se tenir à Glasgow a été une autre occasion pour la communauté internationale de réitérer son engagement résolu à faire face au changement climatique. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, parallèlement à ces efforts, il est grand temps pour le Conseil, dans le cadre de son mandat de prévention, de prendre en compte les risques sécuritaires liés au changement climatique en tant qu'élément supplémentaire de notre architecture de paix et sécurité. Nous nourrissons l'espoir de voir le Conseil de sécurité adopter la résolution proposée par le Niger et l'Irlande pour enfin doter notre organe d'une approche intégrée et coordonnée en vue d'un renforcement de sa capacité à comprendre l'impact du changement climatique sur la base d'une analyse approfondie des risques actuels et futurs, de façon à formuler des recommandations pertinentes orientées vers l'action. Une fois adoptée, cette résolution, je suis sûr et je suis convaincu qu'elle contribuera de façon efficace à la prise en compte des risques climatiques dans les opérations existantes de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que dans le travail de médiation et de prévention de conflits. Je vous remercie de votre aimable attention. Je reprends mes fonctions de président du Conseil. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Alar Karis, président de l'Estonie. Mr. President. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier le Niger pour avoir organisé cette réunion importante aujourd'hui. Je remercie le Secrétaire général, Monsieur Guterres, et tous les intervenants pour leurs observations. Les changements climatiques et le terrorisme représentent une menace importante à la paix et à la sécurité internationale. L'ampleur et l'intensité fluctuent selon l'emplacement géographique, mais il est clair que les deux phénomènes ignorent les frontières et les continents. Permettez-moi tout d'abord de vous donner un exemple révélateur, le cas des glaciers de l'Himalaya. Les scientifiques ont décrit le fait que la poussière venant du Sahara est l'un des principaux facteurs qui accélèrent la fonte des glaciers. Cela modifie les trajectoires des moussons dans la région et a bouleversé les écosystèmes dans la mer d'Arabie. Cela a mené à un effondrement des stocks de poissons dont des millions de personnes dépendent. Que vont faire ces personnes? Monsieur le Président, la recherche a indiqué de nombreux moyens par lesquels les changements climatiques interagissent avec les stress politiques, sociaux et environnementaux, aggravant ainsi les vulnérabilités et les tensions existantes.
L'élévation des températures et les événements climatiques extrêmes font pression sur les ressources naturelles et sapent les moyens de subsistance, ce qui provoque des tensions et des déplacements. Par exemple, en 2020, près de 31 millions de personnes ont été placées au sein de leur propre pays en raison de catastrophes naturelles provoquées par des événements climatiques extrêmes et des changements climatiques. Une fois de plus, ce sont les personnes en situation vulnérable qui ont été le plus durement touchées. La Banque mondiale a récemment estimé que le nombre total de migrants climatiques pourrait ouvre la voie à la stabilité sociale, au conflit, au terrorisme et à l'extrémisme. Ce sont des multiplicateurs de menaces qui augmentent les risques sécuritaires et qui causent des violations des droits de l'homme. C'est pourquoi nous nous félicitons également des activités de l'Alliance pour le Sahel, pour ce qui est de faire face aux conséquences des changements climatiques, en renforçant la sécurité alimentaire ainsi qu'en faisant face au chômage des jeunes. S'attaquer aux causes profondes du terrorisme, cela n'est qu'un des avantages lorsque nous menons des efforts mondiaux concertés pour atténuer les effets des changements climatiques. Nous constatons des conflits pour les ressources naturelles entre les États et au sein des États. Il y a également des personnes qui sont devenues désespérées car elles ont perdu leurs moyens de subsistance, leur foyer, leurs êtres proches ou leur espoir d'un avenir meilleur. Cela donne des possibilités aux trafics illégaux, cela crée des conditions permettant aux organisations terroristes de tirer parti de cette situation instable, du désespoir des personnes. Cela est également ce que nous constatons aux frontières de l'Europe. Monsieur le Président, les conditions sociales et économiques jouent un rôle important dans la montée du terrorisme et de l'extrémisme. Donc, pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, nous devons comprendre les causes profondes et y faire face, et ce, à un niveau national, régional et mondial. Les causes telles que les inégalités internationales, les migrations forcées et la pénurie de ressources vitales telles que l'eau salubre et les terres agricoles, entre autres. Nous considérons que tous les mécanismes qui aident à réduire la pauvreté, les inégalités et qui favorisent l'adaptation aux problèmes entraînés par les changements rapides socio-culturels et environnementaux permettent d'étouffer le terrorisme dans l'œuf. Les pays qui sont confrontés à des conflits armés ont des ressources limitées pour des initiatives qui pourraient permettre aux pays de sortir du conflit. Édifier des sociétés résilientes par rapport au climat exige des efforts internationaux bien plus concertés afin d'assurer la paix et la sécurité internationale. Cependant, le Conseil de sécurité dispose des outils pertinents et des mandats afin de riposter aux risques sécuritaires liés au climat. Le temps est venu d'aller au-delà de l'organisation de débats thématiques. Il faut être plus ambitieux concernant le climat et la sécurité. Il nous faut une résolution du Conseil de sécurité sur le climat et la sécurité. C'est la seule manière de faire avancer nos débats et de changer la donne. Nous répétons qu'il est de la plus haute importance que le secrétaire général des Nations Unies se voit conférer un mandat visant à recueillir des données et à coordonner les politiques à cette fin. Et un établissement régulier de rapports serait un pas en avant essentiel afin d'élaborer des mesures de prévention concrètes. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, comme cela a été dit à de nombreuses reprises, les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques et sont souvent ciblées par les groupes terroristes. La reconnaissance de l'importance du leadership des femmes et de leur participation et le travail avec les jeunes, c'est essentiel pour élaborer des stratégies afin de contrer le terrorisme ainsi que les effets des changements climatiques. C'est la seule manière d'édifier des communautés résilientes pour tous. En conclusion, nous ne pouvons plus ignorer
ces défis qui menacent la paix et la sécurité internationale. Nous devons prévenir les effets inévitables des changements climatiques, les empêcher de contribuer à la déstabilisation des pays et de régions entières. Cela risque de mener à de nouveaux conflits armés ou d'aggraver les conflits existants. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, M. Karis, pour son exposé. Je donne maintenant la parole à Son Excellence, Mme Linda Thomas-Greenfield, représentante permanente des États-Unis et membre du cabinet du président Biden. Thank you so much, President. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Bazoun, d'avoir organisé cette séance aujourd'hui. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous remercier d'avoir accueilli le Conseil de sécurité en octobre. L'hospitalité que vous et votre équipe nous avons montrée là-bas, eh bien, nous l'avons hautement appréciée. Les États-Unis félicitent le Niger pour son leadership concernant ce thème important, les incidences des changements climatiques et de la paix et de la sécurité, pour le maintenir à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Permettez-moi de remercier le secrétaire général pour son exposé ce matin. Je remercie également le président Faki et le secrétaire exécutif Nuhu pour les informations importantes que vous avez communiquées au Conseil aujourd'hui. Les changements climatiques sont un défi pour chaque personne dans chaque pays, sur chaque continent. La crise climatique est une crise sécuritaire. C'est une menace à la paix internationale. C'est donc une menace et une crise que cet organe doit traiter. Seul le Conseil de sécurité peut faire en sorte que les incidences sécuritaires des changements climatiques soient intégrés dans le travail essentiel de la prévention et de l'atténuation des conflits, du maintien de la paix, de la consolidation de la paix, de la réduction des risques de catastrophes et de la riposte humanitaire. C'est de la responsabilité du Conseil de sécurité de faire en sorte que lui, et par son entremise, le secrétariat de l'ONU dispose des outils et des données nécessaires afin de faire face à l'une des principales menaces à la paix et à la sécurité de ce siècle et l'une des menaces qui augmente le plus vite. Comme nous le savons, les phénomènes climatiques imprévisibles et extrêmes rendent les ressources vitales comme l'eau et les aliments encore plus rares. Et cette pénurie engendre le désespoir dans les régions touchées. Et le désespoir mène à la violence. La logique est claire, tout comme les données dont nous disposons. Au début de l'année, le président Biden a commandé la première analyse une analyse des services de renseignement sur les incidents sécuritaires de la crise climatique. En octobre, le directeur national du renseignement a publié une version déclassifiée du rapport pour faire en sorte que autant de personnes que possible puissent mieux comprendre ce à quoi fait face le monde. Le rapport était très clair. Les changements climatiques vont renforcer l'instabilité et les conflits internes. En outre, au rythme actuel, la crise climatique va faire en sorte que des millions de personnes vont fuir leur foyer, ce qui va créer des migrations de masse. Ce n'est pas seulement une catastrophe humaine, mais c'est exactement le type de population vulnérable qu'exploitent les organisations terroristes. Les groupes extrémistes violents exploitent la gouvernance faible, la corruption systémique et les fractures de la société pour s'intégrer dans les communautés et pour développer des sources de recettes. Les changements climatiques pourraient aggraver ces difficultés et donner des occasions à ces organisations terroristes. En outre, les organisations extrémistes violentes peuvent cibler des infrastructures essentielles et des travailleurs humanitaires, sapant ainsi les activités visant à atténuer les incidences des catastrophes climatiques. Heureusement, le Conseil de sécurité reconnaît clairement les liens entre les changements climatiques et les conflits et il a pris les mesures nécessaires dans certains de ces cas. Mais le temps des demi-mesures est passé. La vérité, c'est que cette crise mondiale exige une riposte mondiale de la part de l'ensemble de la communauté internationale. Nous avons vu des progrès importants à la 26e COP de la CNUC, y compris
des engagements nationaux et internationaux afin d'essayer de ne pas dépasser une augmentation de 1,5% pour le réchauffement climatique. Nous devons maintenant faire davantage et nous devons le faire rapidement. Pour sa part, les États-Unis continueront à œuvrer avec tous les pays dans le cadre de l'accord de Paris et par l'entremise du cadre de la conférence des parties annuelle pour promouvoir les efforts mondiaux afin d'atténuer les changements climatiques et de s'y adapter. Pour montrer l'exemple, le président Biden a annoncé un plan d'urgence d'adaptation et de résilience afin d'aider les pays en développement à s'adapter et à gérer les conséquences des changements climatiques. Le président œuvrera avec le Congrès pour fournir 3 milliards de dollars chaque année comme financement à l'adaptation d'ici à 2024. Grâce à cette initiative, les États-Unis renforceront très fortement les efforts d'adaptation pour sauver des vies et pour réduire l'instabilité de par le monde. L'objectif est de faire en sorte que nous ne fassions pas seulement un chèque. Nous travaillons avec les pays afin que chaque dollar puisse faire le plus possible pour les communautés. Monsieur le Président, le temps pour nous est venu de cesser de nous demander si la crise climatique représente une menace à la paix et à la sécurité internationale. Ce débat est clos. Les retombées sur le continent africain sont claires. Les liens très importants et très graves entre les crises climatiques et notre sécurité collective, cela est également clair. Le temps est maintenant venu pour le Conseil de sécurité d'utiliser nos pouvoirs uniques pour traiter de cette question de front, de manière frontale. Nous devons agir. Nous devons nous demander ce que nous devons faire, non pas si nous devons agir. Nous devons agir maintenant, à cette fin. Nous encourageons fermement tous les membres à se porter co-auteur du projet de résolution sur le climat et la sécurité et à voter pour. Présenté par le Niger et l'Irlande, les États-Unis sont fiers d'en être co-auteurs. Ce projet de résolution est un bon premier pas pour agir réellement concernant les retombées sécuritaires de la crise climatique. C'est le moins que nous puissions faire. Monsieur le Président, une fois de plus, merci d'avoir évoqué cette question importante lors du dernier mois du Niger au Conseil de sécurité. Et nous travaillerons avec les autres membres du Conseil pour continuer ce travail si important dans les mois et les années à venir. Merci. Je remercie Son Excellence, Madame Thomas Greenfield, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la France. Monsieur le Président, je tiens d'emblée à saluer le Niger pour son engagement sans faille dans la lutte contre le changement climatique et pour l'organisation de ce débat. Celui-ci nous conduit à souligner que le combat pour le climat est aussi un combat pour la paix et pour la sécurité internationale. C'est pourquoi ce Conseil est pleinement dans son rôle lorsqu'il se penche sur les menaces liées au bouleversement climatique. Je salue la présence parmi nous du secrétaire général des Nations Unies et remercie messieurs Faki et Nuhu pour leurs interventions. Un monde en état d'urgence climatique comme le nôtre, c'est un monde en danger permanent, exposé à des risques sécuritaires accrus et à des menaces nouvelles. Les liens entre le climat et la sécurité sont solidement établis depuis longtemps. Access to natural resources in rural areas, lack of food, climate insecurity are all factors which allow extremist groups, armed groups, to prosper. They exploit the frustrations of the population to do this. In the Sahel, we know that terrorist groups are
are instrumentalizing the inter-ethnic and community conflict, but also the economic conflict between arable and livestock farmers in a context of climate. Contribuer à une mutation des systèmes agro-pastoraux. Nous devons à tout prix empêcher les groupes terroristes de tirer parti de la détresse engendrée par les effets du changement climatique, de la dégradation des terres et de la perte de la biodiversité dans des zones déjà marquées par les tensions et les fragilités. Cela passe bien évidemment par une meilleure allocation des ressources naturelles. Il s'agit d'un impératif. Nous ne devons pas laisser le champ libre à une instrumentalisation de ces conflits par les groupes terroristes. Là où planent de graves menaces sécuritaires, nous devons construire un cercle vertueux entre développement durable et action en faveur de la préservation du climat. C'est tout le sens du projet de Grande Muraille Verte au Sahel, programme phare visant à lutter contre les effets du changement climatique, la désertification, l'insécurité alimentaire et la pauvreté du Sénégal à Djibouti. 19 milliards de dollars ont été annoncés et devraient permettre, à l'horizon 2030, de restaurer 250 millions d'hectares de terres dégradées, créer 10 millions d'emplois et séquestrer 250 millions de tonnes de carbone. Nous devons, dans le même temps, aider les organisations et initiatives régionales comme sous-régionales. Je pense en particulier au G5 Sahel. Soutenir celui-ci, c'est aussi doter la force conjointe du soutien logistique et financier des Nations Unies, prévisible et durable, dont elle a besoin. C'est aussi répondre aux problématiques essentielles du développement et de lutte contre le changement climatique auquel la région est confrontée. Ce Conseil doit être en mesure d'anticiper, de prévenir et de rechercher des solutions pour contrer les effets du changement climatique, notamment pour les populations les plus vulnérables. Son unité et l'esprit de compromis sont essentiels face à un tel défi. Le changement climatique est en effet un test majeur pour le multilatéralisme. Seule une action coordonnée de tous les acteurs, en particulier des Nations Unies, peut nous mener dans la bonne direction. Ce Conseil doit donc être en mesure de mieux évaluer et traiter l'impact du changement climatique sur la paix et la sécurité internationale et d'en tirer toutes les conséquences, région par région, sujet par sujet, à son ordre du jour. Pour y parvenir, nous ne saurions compter seulement sur l'engagement des forces armées et des casques bleus déployés dans le cadre des opérations de paix, dont je tiens ici à saluer une fois l'engagement et le sacrifice. Pour construire des réponses inscrites dans le temps long, nous devons aussi nous donner les moyens de mieux comprendre la façon dont s'articule et s'alimente le changement climatique et les crises, et renforcer la résilience des États et des populations. Enfin, alors que s'est achevée il y a quelques jours la COP26 à Glasgow, il convient de rappeler que le coût de l'inaction serait immense pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi la France appelle chaque État à prendre des engagements fermes et durables de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la hauteur des enjeux pour notre planète. Vous pouvez en tout cas compter sur la mobilisation pleine et entière de mon pays. Je vous remercie, monsieur. Je remercie le représentant de la France pour sa déclaration. Je donne la parole au représentant du Mexique. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir fait le déplacement. Le fait que vous ayez fait le déplacement prouve l'importance que votre pays accorde au thème de ce débat public, une inquiétude et un sentiment que nous partageons. Je remercie également le secrétaire général, le président de la Commission de l'Union africaine
et le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad pour leurs interventions. Et je salue également la présence parmi nous du président de l'Estonie. Le débat d'aujourd'hui, c'est clair, fait fond sur l'analyse que le Conseil de sécurité réalise depuis déjà un